Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à ouvrir ce Financium 2016 sur un thème d'actualité. On peut en effet, sans beaucoup de risques, penser que cette année 2016, qui se termine, est une année dont on se souviendra. Le genre d'année où il y a un avant et un après. Et pour faire simple, l'avant, c'était quand les nouvelles frontières étaient celles qu'on franchissait, dans le domaine de la connaissance, dans le domaine des espaces, dans le domaine des systèmes de production. Et les nouveaux défis étaient ceux qu'on se donnait pour l'avenir, étant entendu que, grosso modo, le monde vivait dans l'espoir d'un progrès économique et social, pas pour tout le monde, tout le temps, mais enfin dans l'ensemble, et que c'était précisément le franchissement de ces nouvelles frontières qui autorisait ces espoirs. Désormais, et après ce qui s'est passé en 2016, et probablement pour quelque temps, nous sommes dans un autre monde, un monde où les nouvelles frontières sont celles qui apparaissent dans les têtes, dans les discours, sinon, et j'y reviendrai, dans la réalité. Et le nouveau défi, c'est probablement de comprendre pourquoi ces nouvelles frontières mentales, pourquoi ces appels à l'enfermement au lieu de l'ouverture, au protectionnisme, au nationalisme, pourquoi ce sentiment qu'on trouve ici ou là que enfin arrive une déglobalisation qui serait bienfaitrice, pourquoi ces populismes dont vous venez de parler montent-ils, en tout cas, dans une partie de la planète? Pourquoi la politique semble-t-elle prendre sa revanche sur l'économie et la géopolitique sa revanche sur la géoéconomie? Et je crois qu'il faut essayer de comprendre, de lire ce qui se passe, et qu'au fond, l'explication principale est inévitablement schématique et ramassée dans le court temps qui m'est imparti, c'est que nous vivons une transformation extrêmement rapide, forte, parfois violente, des systèmes de production, de biens, de services, que cette transformation est générée par un progrès technologique qui va très vite, qu'elle est accélérée par l'ouverture, l'augmentation des échanges, que ce progrès technologique autorise en ce qu'il écrase en permanence le coût de la distance et donc favorise une multilocalisation de type ricardo-schumpeterienne de ces systèmes de production, et qu'enfin, pour ajouter à cette dose de pression et de changement, ce processus a été percuté récemment par une gigantesque crise économique, qui est celle qui est née en 2008, qu'au fond, on a une espèce d'accumulation, de convergence, de coïncidence, de ces pressions concurrentielles qui sont de plus en plus fortes et qui obligent à des changements de plus en plus rapides, et puis de cet événement qui a accentué en quelque sorte une division inévitable dans le système qui domine, qu'on trouve ça ou non, bien ou non, qui s'appelle le capitalisme de marché, entre les gagnants et les perdants. Comme si cette équation gagnant-perdant, et on en parlait à l'instant avec Philippe Manière, cette équation gagnant-perdant, dont nous savons tous que le solde net est globalement positif, mais qui ne se traduit aussi par des soldes négatifs ici ou là, et que le ici ou là est celui qui fait la politique, il n'y a pas
politique globale. Il y a un système global, mais il n'y a pas de politique globale. Cette équation gagnant-perdant se transforme. Les gagnants gagnent de plus en plus et les perdants perdent de plus en plus, mettant à l'épreuve, et parfois en échec, ce que nous avions inventé depuis les années 1850 pour, au fond, traiter l'inévitable question sociale de ces révolutions industrielles puis technologiques. Et la manifestation essentielle de ça est que le groupe central qui manifeste son malaise, son mécontentement, qui exprime une certaine forme de douleur, c'est celui de la classe moyenne. Ça n'est plus tellement le prolétariat ou le précariat, c'est une masse très importante dans nos systèmes économiques, sociaux et politiques. Et d'ailleurs, la preuve que c'est là que se situe le problème, c'est que ces phénomènes sont plus évidents, et on vient d'en voir la traduction avec l'élection américaine, sont plus évidents aux États-Unis qu'en Europe, probablement parce que les États-Unis redistribuent 35% de leurs richesses et nous 55%, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les 55% sont tous redistribués de manière extrêmement efficace, mais il n'empêche que le coussin du welfare state est beaucoup plus épais dans notre système qu'outre-Atlantique. Si on ajoute à ça, pour rester outre-Atlantique, à l'occasion de la crise, et je ne cite que ce chiffre, 10 millions d'Américains ont perdu leur logement, qui s'est évaporé. Et quand on sait ce que c'est que de posséder un logement dans la culture américaine, on peut mesurer le choc que ceci représente. Donc il y a quelque chose là qui, au fond, est un espèce de grand retour de la question sociale. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'elle est nouvelle. Je pense que le capitalisme tel qu'il fonctionne, avec ses formidables efficacités, mais aussi ses conséquences très discriminantes sur les qualifications, sur les formations, sur les espaces, sur l'accès à la culture, à l'éducation, nous retrouvons au fond cette question sociale. Et ceci, par ailleurs, coïncide, et je n'insiste pas trop sur ce lien qui est très complexe, ça coïncide aussi avec un moment où les règles de la vie internationale, du système international, de la coopération internationale, sont assez fondamentalement remises en cause par certains acteurs. Il suffit de penser à M. Poutine, à M. Duterte aux Philippines. C'est loin, mais enfin, ce qui s'y passe est quand même assez surprenant à bien des égards. Voire à M. Erdogan, pour ne pas parler des propos qu'a commis M. Trump pendant sa campagne électorale, par exemple sur les femmes ou sur les immigrés. Il y a donc là un certain nombre de ruptures qui sont en cours. Et ceci mène à une colère, une frustration, une anxiété qui ouvre inévitablement un espace au populisme dont nous connaissons parfaitement, historiquement, et la matrice qui les voit naître, et le discours, en tout cas les grandes constantes du discours qui sont les siens, pour les avoir éprouvés un certain nombre de fois, encore une fois depuis cette révolution industrielle, nous les Français, et je n'insiste pas sur ce qui s'est passé dans les années 30, en Allemagne, en Italie, nous les Français, on a connu Boulanger, hein, on a connu Poujade, on a connu les ligues dans les années 30, tout ceci, l'histoire ne repasse pas les plats, mais il y a quand même de temps en temps des mémoires qui sonnent ici ou là. Et donc, ces nouvelles frontières, elles consistent en quelque sorte, pour un certain nombre de gens, à passer de la notion de frontière symbolique à la notion de frontière réelle. Et ça, c'est une démarche qui est assez remarquable. J'ai un village, un endroit, je suis chez moi, comme tout le monde. Je connais les frontières de mon village, elles sont dans ma tête. Mais ça ne me viendrait pas à l'idée de mettre un mur autour de mon village
pour être sûr que j'appartiens bien à mon village et que ce que nous faisons ensemble dans mon village, on le fait bien ensemble et pas avec les autres. Donc j'ai une frontière dans ma tête, mais je ne l'ai pas dans la réalité et ça ne fait pas de sens. Et bien là, on commence dans un certain nombre d'endroits à rentrer dans cette démarche qui consiste à passer du symbole à la réalité. Alors, est-ce que ces phénomènes augurent de régression dangereuse ou inévitable, étant entendu que nous avons en mémoire un certain nombre de précédents? Je crois que ce risque existe, mais je crois aussi qu'il est probablement, et je prends mes précautions, limité. Je crois qu'il est limité par cette même globalisation dont beaucoup voient l'origine de nos maux, et que c'est probablement, et peut-être paradoxalement, cette globalisation qui limitera l'impact de ces mouvements, je ne dis pas d'insurrection, et en tout cas de remise en cause très forte de ce système. Et j'en prendrai trois exemples. Trump, le Brexit et l'euro, pour rester en quelque sorte dans l'actualité, sans brosser de grandes fresques historiques à la brodelle. Trump, sur un sujet que je connais un peu et dont je viens de parler pendant 3 jours avec les autorités chinoises à Pékin, est-ce que M. Trump va faire ce qu'il a dit qu'il ferait en matière de commerce international, qui consiste, par exemple, à mettre un droit de douane de 45% sur les exportations chinoises, qui consiste à sortir de l'OMC, qui consiste à renégocier, bien entendu, au profit des Américains, l'accord de libre-échange nord-américain. Nous connaissons parfaitement son programme, toutes ces proclamations, voire provocations de sa campagne. Est-ce qu'il va le faire ? Ma réponse, c'est que je ne le crois pas. J'en suis pas sûr, mais je ne le crois pas. Et la raison pour laquelle je ne le crois pas, c'est que les effets d'une telle politique seraient catastrophiques pour les États-Unis. D'abord, M. Trump a été élu par les Américains. Je pense que ce serait catastrophique pour tout le monde, mais ce serait d'abord catastrophique pour les Américains eux-mêmes. Si M. Trump met un droit de douane de 45% sur les iPhones qui sont assemblés à Chengdu et qui sont exportés de Chine aux États-Unis, il tape 5 fois plus de valeur américaine que de valeur chinoise. Parce qu'il y a 5 fois plus de valeur américaine que de valeur chinoise dans un iPhone qui est assemblé à Chengdu et exporté aux États-Unis. Que ce soit des brevets, que ce soit des logiciels, que ce soit des redevances, c'est l'ordre de grandeur, c'est à peu près 5% de valeur ajoutée chinoise, 25 à 30% de valeur ajoutée américaine, le reste venant du Japon, de la Corée, parfois de l'Europe d'ailleurs, de Taïwan, etc. Et donc, la réalité de l'intégration des systèmes de production, cette réalité qui a fait que c'est à Chengdu, pour un certain nombre de raisons, qui sont d'ailleurs très intéressantes à comprendre, il y a un espèce d'optimum du point de vue logistique qui fait que c'est là que c'est le plus rentable d'assembler ces systèmes, quitte à fabriquer la petite coque en aluminium ou en plastique sur place. Je pense que c'est les cordes de la réalité qui vont retenir ce genre de pulsion. Je ne dis pas qu'il ne fera rien, il va probablement faire en sorte que la Chine soit déclarée par le secrétaire d'État au Trésor comme un pays qui manipule sa devise, un moment d'ailleurs un peu étrange parce que en ce moment les Chinois sont plutôt en train de maintenir le cours du renminbi
que de le faire baisser pour des raisons commerciales, à supposer d'ailleurs que manipuler une monnaie pour des raisons commerciales ait des effets, ce que, en tant qu'ancien directeur général de l'OMC, je ne crois pas. Donc, dans ce cas-là, d'un certain point de vue, je pense que c'est la globalisation qui va empêcher une forme de déglobalisation. Je prends le Brexit, c'est un exemple un peu plus risqué, mais je crois que ce que nous savons quelques mois après le 23 juin et le référendum britannique, c'est que l'hypothèse de travail de l'époque, qui était une sortie facile, rapide, nette de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, ce cas de figure-là est mort. Nous sommes maintenant dans une autre hypothèse de travail, qu'on appelle dans la langue de Shakespeare le hard Brexit. Il n'y a plus de soft Brexit parmi les hypothèses de travail. Et le hard Brexit, c'est à la fois hard du point de vue du process et du résultat. Et donc, nous sommes entrés, au lieu d'avoir cette espèce de campagne là, rapide, genre pont d'Arcole, paf paf, on sort et puis c'est terminé, on est entré dans une espèce de drôle de guerre qui risque de durer très longtemps. Et quand je dis très longtemps, je ne pense pas aux 2 ans de mise en œuvre de ce fameux article 50, ni aux 3-4 ans de négociations qu'il faudra sur la suite. Je pense à une période d'à peu près 10 ans, et je suis de ceux, même si j'exprime ça publiquement, toujours avec un peu de précaution, je suis de ceux qui pensent qu'il y a une hypothèse, un cas, enfin, il y a des probabilités non négligeables pour qu'à la fin du compte, ça ne se passe pas. Et notamment parce que si la note est trop salée, et c'est ce que nous avons appris depuis, à chaque fois qu'un mois passe, la note est un peu plus salée que le mois précédent. Je ne dis pas que ça suffit à convaincre que ce serait une bêtise. Les termes de la discussion qui a mené au résultat du 23 janvier étaient sans doute un peu bidouillés par les uns ou par les autres, et notamment par la presse britannique, dont on connaît la capacité à raconter des bobards, en tout cas pour une certaine presse, mais ça a aussi montré que finalement, la passion l'emportait sur la raison et la politique sur l'économie. Donc c'est quelque chose qui peut se passer et qui est d'ailleurs bien en phase avec ce que j'indiquais à l'instant. Mais, au fond, sortir l'œuf britannique de l'omelette européenne, ça va être très compliqué. Et pourquoi? Parce que c'est l'intégration de la Grande-Bretagne dans le système européen depuis 50 ans qui, au fond, a créé des adhérences, des liens qui sont très difficiles à remettre en cause. Il faut effectivement, probablement, et je ne donne que cet exemple, que le Parlement britannique revote à peu près 8000 lois ou règlements pour remplacer la partie de la législation ou de la régulation britannique qui est faite au niveau européen. Et je ne parle pas du problème que d'aucuns pourront considérer anecdotique, mais politiquement, il est assez sensible de savoir comment on sort les Britanniques de la politique commune de la pêche, par exemple. Vous avez une carte de l'Europe, vous avez une Europe bleue, qui d'ailleurs est née, comme par hasard, au moment où les Britanniques sont rentrés dans l'Union européenne, dans les années 70, et vous sortez les îles britanniques et les eaux qui sont autour de la carte de l'Europe, et vous dites aux poissons, attention, là, maintenant, c'est plus à moi, c'est à vous, ou c'est plus à vous, c'est à moi. On voit bien dans quel type de situation il faut rentrer. Troisième exemple, et je serai bref, sur l'Europe, nous savons, parce que la question s'est posée, il y a eu des tas d'études faites, il y a même eu des débats dans un certain nombre de pays, que s'il s'agit de sortir de l'euro, à l'intérieur de la zone euro, c'est très compliqué. Et probablement très coûteux et dommageable. Ça ne veut pas dire que le risque n'existe pas, parce que l'expérience montre que de temps en temps, la décision politique peut être dommageable, et encore une fois, la voie de la passion ou de l'identité ou du sentiment l'emporter sur la voie de la raison. Mais depuis la crise grecque, on sait que sortir de l'euro, c'est quelque chose de très compliqué. Et pourquoi? Parce que
l'intégration qu'il a provoquée, et même si elle est très loin d'être parfaite, et même si toutes les conséquences, et je suis bien placé pour le savoir, toutes les conséquences d'une monnaie unique n'avaient pas été pesées à l'époque, ou en tout cas traitées correctement au cas où elles auraient été identifiées, ce qui a été le cas dans certains domaines, nous savons que cette intégration, qui ne s'est pas faite, encore une fois, de manière aussi parfaite qu'on aurait pu le souhaiter, est très très difficile à remettre en cause. Et donc, ces risques existent. Nous devons comprendre les évolutions dont je parlais à l'instant. Nous devons les interpréter. Il ne s'agit absolument pas de les nier. Il y a quelque chose là qui se passe. Mais je suis persuadé que la solution n'est pas du côté du retour en arrière, de la désintégration et de la déglobalisation. Je suis d'ailleurs aussi de ceux qui pensent que c'est très improbable. Quand on examine de près toutes les raisons tous les facteurs qui ont mené à cette globalisation, à cette phase historique du capitalisme de marché, qui avait connu d'autres phases de globalisation dans le passé, généralement d'ailleurs à chaque fois, et ce n'est pas un hasard, chaque fois qu'il y a eu des révolutions dans les modes de transport qui affectent non pas tellement la distance, c'est important, mais le coût de la distance, parce que c'est ça qui compte dans l'économie, il y a probablement une certaine forme de ralentissement de ce processus de globalisation qui est dû à des tas de facteurs, mais dans lequel, en tout cas, et là je sais de quoi je parle, le facteur protectionniste est microscopique par rapport aux autres facteurs, à une certaine panne de croissance mondiale, en tout cas par rapport au potentiel de production, à une certaine maturation d'un certain nombre de ces chaînes de valeur qui ont été le produit de cette multilocalisation des systèmes de production, à, par exemple, au fait que la Chine, dont on connaît le poids dans le commerce international aujourd'hui, ajoute de plus en plus de valeur à ce qu'elle importe pour l'exporter, ce qui réduit le volume du commerce mondial. Dans le temps, la Chine importait 60% de ce qu'elle exportait. Aujourd'hui, c'est 40%. Vous perdez en quelque sorte 20% de commerce international, tout simplement parce qu'il était international, mais maintenant il est national. Et comme la Chine, c'est grand, vous sortez un gros morceau de l'international et vous... Bon. Alors, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous sait que si je fabrique des chaussettes à Lille et que je crée un atelier à Namur, je crée du commerce international. Si je crée un atelier à Marseille, je ne crée pas de commerce international. Je vais quand même plutôt avoir intérêt à produire des chaussettes à Namur qu'à Marseille, parce que c'est quand même moins loin. Donc, je dis ça pour toutes ces statistiques du commerce international en volume méritent d'être prises avec beaucoup, beaucoup de précautions, encore une fois, à un moment où les systèmes de production de biens et de services se désintègrent, la localisation se désintègre pour se réintégrer ailleurs. Et je pense d'ailleurs aussi qu'au fond, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est le moteur de la technologie, et que ça, le moteur de la technologie, il ne revient pas en arrière. Ce qui est vrai, et qui reste vrai pour rester dans ce domaine de l'échange commercial, ce qui est vrai et qui reste vrai, et qui est un peu un problème à la Polanyi, un problème de savoir si et comment les systèmes économiques et technologiques sont intégrés avec les systèmes politiques. Ce qui reste vrai, c'est qu'on ne vote pas sur la technologie alors qu'on vote sur les traités de commerce. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre, parce que ça explique en partie cette tension dans laquelle nous vivons. Je conclurai avec une note peut-être un petit peu plus optimiste. Je continue à faire mes 400 000 km par an sur cette planète, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et ce que je constate, que cette espèce d'inversion des frontières et l'apparition de ces nouveaux défis qui sont liés à cette inversion des frontières ne concerne pas l'essentiel de cette planète. Si j'essaie de mesurer la partie de cette planète qui est affectée par ces phénomènes, à la louche et en gros, c'est 10%. Il y a 7 milliards d'habitants sur cette planète. Je suis assez généreux quand je pense qu'il y en a 700 millions qui ont un vrai problème avec la globalisation.
Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 90%, ce qui fait beaucoup de monde, qui continuent à avoir dans l'ouverture plutôt une chance et qui continuent à avoir dans l'avenir plutôt une opportunité qu'un problème. Et je pense qu'il faut être assez sage, nous les Occidentaux, pour leur laisser le temps de nous convaincre qu'ils ont peut-être raison. Merci pour votre attention.